premier sujet est de garantir l'accès aux droits et un accompagnement social de qualité. Ça paraît une telle évidence qu'on se demande pourquoi on le met. Le problème, c'est que très régulièrement, il arrive que les droits ne soient pas réellement garantis de façon effective et que l'accompagnement social soit défectueux. Et pour illustrer ça, je vais donner la parole à Kenza qui va nous donner le témoignage de ce qui lui est arrivé à elle. C'est un témoignage parmi beaucoup d'autres, mais ça va l'illustrer. Bonjour, je suis Lisa. Je ne suis pas candidate, je suis là juste pour parler, pour raconter une petite histoire. Enfin, c'est mon histoire à moi. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour une entreprise très connue, mondialement connue. J'étais créatrice de recettes et j'étais professeure à l'école hôtelière à Paris. Et un jour, j'avais des problèmes de santé. Je suis tombée malade. Enfin, je précise, c'est mon genou. J'avais des problèmes de genou. Donc, j'ai été opérée d'urgence du genou. Hospitalisation de 1 mois et demi. Je me retrouve avec une prothèse de genou, ce qui fait que je n'ai pas repris mon travail, comme d'habitude. Alors, je me retrouve avec une invalidité, une petite invalidité. Ça ne vaut pas mon salaire que je gagnais, mais bon, j'étais équilibrée avec l'invalidité. J'avais aucun problème. Un jour, je reçois un courrier de la CRAMIF en me disant « Madame, vous faites la demande à la retraite personnelle ». J'étais pas préparée psychologiquement, je ne sais pas quoi faire, donc ils ont suspendu mon invalidité. Je me retrouve avec rien, sans aucun revenu. Alors je me prépare pour la demande de retraite que j'ai faite, et pendant cette attente, j'avais aucun revenu. Aucun. Là où j'y vais, on me dit, madame, vous n'avez pas encore 65 ans, vous n'avez pas droit. Donc, en attendant la petite retraite que j'ai reçue il y a quelques mois, une petite retraite de rien du tout, mais c'est pas grave, c'est une retraite. Après, on me dit de demander une allocation solidarité personnes âgées solidarité. L'ASPA. Je vais pour faire la demande de l'ASPA, on me dit, madame, vous n'avez pas 65 ans, vous avez droit à rien. Donc je suis restée comme ça jusqu'à maintenant, avec une petite retraite, pas le droit parce que j'ai pas 65 ans. En attendant 65 ans, c'est ce qu'il faut faire, rien. Et j'ai aucune réponse. Voilà. Je vous remercie. Voilà, ce témoignage de Kenza, c'est un parmi tant d'autres. Sa réponse est juste pour illustrer ce que nous entendons dans nos accueils, les situations que nous rencontrons. C'est pour donner chair à ce qui pourrait ne paraître que des chiffres quand on fait des rapports statistiques. Par exemple, le rapport statistique 2015 du Secours catholique mettait en évidence qu'il y avait un taux impressionnant de personnes qui ne demandent pas le RSA auquel ils ont droit. 38% des personnes éligibles au RSA socle ne le demandent pas, et 66% des personnes éligibles au RSA activité ne le demandent pas. Alors on peut se dire, mais c'est peut-être qu'elles n'en ont pas besoin. Pourquoi elles choisissent de ne pas demander les prestations auxquelles elles ont droit? Non, c'est pas qu'elles souhaitent s'en passer, c'est qu'elles sont dépassées par un certain nombre de difficultés que nous avons identifiées avec elles. Et ces difficultés, elles sont de 3 ordres: la domiciliation, l'accompagnement et la fracture numérique. Nous allons donc détailler chacun de ces points parce que ce sont les propositions que nous vous faisons. Pour la domiciliation, c'est un droit fondamental. Il faut savoir que lorsqu'on n'a pas d'adresse postale, on n'existe pas administrativement et donc on ne peut engager aucune démarche administrative. Donc on ne peut pas engager de démarche pour faire valoir ses droits. Or, une personne sans domicile, elle n'a pas naturellement d'adresse postale, elle a donc de grandes difficultés à obtenir une domiciliation, et donc pour répondre à cela, la loi Allure, alors là je consulte mes antisèches, la loi Allure du 24 mars 2004
décret d'application 2016-641 du 19 mai 2016, d'ailleurs, impose au CCAS de domicilier les personnes sans domicile ayant un lien avec la commune. Ce lien est d'ailleurs précisé dans un autre décret. Mais il se trouve que les CCAS remplissent cette obligation de façon extrêmement variable et globalement insuffisante. Ainsi, dans le 92, dans notre département, l'essentiel des domiciliations est fait sur la moitié nord du département et les 2 tiers sont encore faits par des associations. Donc nous demandons de rendre effectif, là c'est donc le côté contrôle de l'application, rendre effectif le droit pour chacun à disposer d'une adresse administrative en faisant appliquer partout la loi qui impose au CCAS de domicilier les personnes sans domicile mais qui ont un lien avec la commune. D'ailleurs, nous rappelons que c'est un objectif visé par le schéma départemental de domiciliation qui a été publié en décembre 2016. Deuxième point, l'accompagnement. Les personnes en précarité connaissent mal leurs droits. Honnêtement, la plupart du temps, le français moyen connaît mal ses droits, mais les personnes en précarité, plus mal encore, et elles sont souvent extrêmement déroutées par la complexité des démarches et la diversité des dispositifs. L'exemple de Kenza en témoigne. Nous demandons 2 choses. La poursuite du déploiement de l'accueil, du premier accueil social inconditionnel, et que soient menées à terme les expérimentations en cours sur le référent de parcours, c'est-à-dire un référent unique, habilité à accompagner sur l'ensemble des démarches et des dossiers des différentes administrations, pour que chaque personne en difficulté puisse être accompagnée dans la durée par une même personne pour l'ensemble de cette démarche. Et nous signalons que la personne reste active dans ces démarches, mais la complexité des dossiers et des démarches est alors portée par l'administration. Le 3e point concerne la fracture numérique, puisque toutes les administrations s'orientent désormais vers le tout numérique, de façon à simplifier les démarches et à réduire les coûts. C'est très bien, rien à dire. Sauf que 1/3 des personnes sont dans l'incapacité de faire une démarche en ligne, soit parce qu'elles n'ont pas accès à Internet, soit parce que ce sont des personnes sans domicile, soit qu'elles sont âgées, soit qu'elles sont illettrées, soit qu'elles maîtrisent mal le français. Il y a donc de multiples circonstances qui font qu'elles sont dans l'incapacité. Plus nombreuses encore sont celles qui sont incapables de débloquer un dossier qui est bloqué sans qu'elles comprennent pourquoi et qu'elles ne peuvent pas le débloquer parce qu'elles n'ont aucun contact de vive voix qui leur permet de comprendre ce qui se passe. Et dernièrement, le dernier rapport statistique du Secours catholique montre que le premier besoin exprimé par les personnes en précarité est d'être écoutées. Et un ordinateur, ça n'écoute pas bien. Nous demandons donc de remettre la relation humaine au cœur de l'accompagnement dans chaque administration pour que dématérialisation ne soit pas synonyme de déshumanisation. Et en particulier, nous demandons que soit préservé l'accès physique et l'accueil téléphonique en matière d'accès aux droits. Et nous demandons de réfléchir à des solutions alternatives, par exemple celles qui sont préconisées par le défenseur des droits, comme un ordinateur en libre service avec accompagnateur ou toute autre solution qui pourrait être imaginée. J'ai terminé. La réponse. Donc tu proposes que chacun réagisse par rapport à ces propositions, les commandes, et éventuellement nous fasse part des engagements qu'il est prêt ou qu'elle est prête à prendre par rapport à ces droits thématiques. L'accès à tous, notamment au travers de la domiciliation, le référent unique et le problème de fracture numérique. Madame Micheliman, est-ce que c'est vous qui commencez? Merci monsieur. On m'entend? Bonsoir. J'ai peut-être pas le micro. Ah, ça va aller. Oui, c'est mieux comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Et il me revient de faire la première intervention.
Merci d'organiser ce débat qui nous donne l'occasion de nous exprimer sur des points fondamentaux pour nos concitoyens, puis pour l'action publique en général. Et je voudrais à titre liminaire réagir à l'intervention de monsieur au premier rang et vous dire sans davantage de polémique que je m'étonne que l'ouverture ne soit pas allée jusqu'à permettre à des personnes qui souhaitaient s'exprimer de le faire. Personnellement, je n'ai jamais eu peur du dialogue, du débat, de l'échange d'idées. Et je pense que le dialogue, le débat, l'échange d'idées dans un esprit constructif et en tout cas ouvert ne fait de mal à personne. Ceci étant, je vais revenir sur un point plus centré sur nos débats. Donc sur le point que vous évoquiez, quelques réponses. D'abord préciser en guise d'introduction qu'en France, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 14% de la population selon les dernières estimations de l'INSEE. Près de 25% de jeunes sont au chômage et 21% des personnes allocataires du RSA disent ne s'être vues proposer aucun accompagnement social dans leur démarche. L'accès effectif aux droits de toute nature découle de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énonce que les hommes naissent et vivent, demeurent libres et égaux en droit. Alors, vous évoquez la question de la domiciliation, qui est une question importante. Cette domiciliation a été facilitée par la loi Allure que vous avez citée tout à l'heure, et elle permet aux personnes qui sont sans domicile stable ou dans un habitat mobile ou précaire d'avoir une adresse administrative pour faire valoir ses droits civils, politiques, sociaux, tels l'inscription à la CMU, au RSA, l'inscription sur les listes électorales également, ou la délivrance d'un titre national d'identité, l'accès aussi à l'aide juridictionnelle. Alors cette élection de domicile, elle est très cadrée, elle est très organisée, elle s'organise dans le cadre du CCAS, le Centre communal d'action sociale, vous l'avez dit. En tant qu'élu local à Asnières, je ne peux que me féliciter de la démarche vertueuse que nos administrations agniéroises la démarche vertueuse qui est appliquée en l'espèce, puisque à Asnières, nous facilitons l'élection de domicile et nous permettons donc à des personnes de pouvoir exercer leurs droits dans un cadre tout à fait réglementaire. Je veux quand même préciser que l'élection de domicile ne vaut pas ouverture de droit, c'est-à-dire qu'elle vous permet de vous inscrire et d'avoir une adresse, mais il n'est pas assuré par la suite que vous soyez éligible ou autorisé à exercer le droit que vous prétendez exercer. C'est très important parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est aussi l'accès à un compte bancaire. Un compte bancaire, ça permet de vivre tous les jours, d'effectuer les dépenses, voilà, de s'engager et de faire vivre sa famille. Donc la domiciliation administrative est très importante. Je ne parle pas des questions d'assurance, etc. Alors le CCAS est la pierre angulaire de cette démarche. À Asnières, effectivement, il fait bien son travail et vous avez raison de souligner qu'il serait important que sur tout le territoire national, cette domiciliation soit effective. Alors comment la rendre effective? Vous savez qu'il existe des procédures, je suis avocate, donc j'y pense naturellement. Pour exercer un droit, quand vous avez un refus, bien, vous avez droit à un recours. Le recours, c'est un droit élémentaire, le droit de la défense élémentaire en France. Il existe par exemple pour le DALO, quand on vous refuse l'inscription au droit au logement opposable, vous pouvez faire un recours. Mais nous savons bien que les personnes qui sont déjà isolées, fragilisées, vulnérables, n'ont même pas les moyens d'accéder à un avocat, même avec l'aide juridictionnelle. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. En revanche, l'information, l'accompagnement par les administrations et par les élus me semble indispensable. Et puis peut-être aussi faire évoluer la législation de ce point de vue-là pour rendre effectivement ce droit véritable, réel et accessible pour tous. J'enchaîne. Bon, alors je vais faire très court. Sur le référent unique de parcours, j'estime que c'est une décision interne à l'organisation du service public. C'est toute la question du guichet unique qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'État, de l'action de l'État. Donc c'est quelque chose qui se poursuit depuis des années. J'y suis personnellement favorable. Et sur un plan pratique, je pense que c'est une mesure qui ne peut être qu'encouragée parce qu'avoir un interlocuteur unique facilite la prise en charge du dossier, facilite l'accompagnement et facilite un suivi individualisé des questions, a fortiori quand on est sur une démarche d'insertion et quand on est face à des personnes isolées ou vulnérables. Je crois que c'est le cas des situations comme celle que Madame a expliquée tout à l'heure. Je ne reviendrai pas sur son cas en particulier, on n'est pas là pour citer, pour traiter des questions particulières.
Enfin, remettre la relation humaine au cœur de l'accompagnement, c'est indispensable. C'est l'essence même des CCAS, de l'action, du travail des CCAS, avec une obligation d'accessibilité propre à la charte d'accueil des services publics. Élue à Asnières depuis longtemps, je parle de mon expérience et je veux dire qu'à Asnières, au niveau du CCAS, nous privilégions des rendez-vous individuels et physiques avec les personnes qui se présentent pour justement bénéficier du suivi personnalisé. Et j'estime que cette procédure devrait être généralisée à l'ensemble du territoire. La préfecture des Hauts-de-Seine a du reste engagé un appel à projet pour faciliter cette démarche et je pense que ce ne pourra être que bien. Vous avez évoqué l'accès en libre, enfin l'accès à des ordinateurs en libre service. Nous le faisons aussi dans le service que je dirige, le service éducation, parce que pour faciliter les démarches administratives des parents, nous mettons en France pratique des ordinateurs en libre accès avec un accompagnement, un tutorat, on va dire, pour les personnes qui ne savent pas manipuler les ordinateurs. Je crois que ça devrait être systématisé et généralisé, même à Asnières. Nous avons aussi des projets, enfin des progrès à faire à Asnières. Je ne dis pas que tout est bien ici, mais en tout cas on fait le maximum. Merci. Merci beaucoup. Alors je ne vais pas redire des chiffres qui viennent d'être dits, recycler le cadre, puisque peut-être pas utile que vous l'entendiez plusieurs fois. Je vais aller directement dans le cœur des thématiques que vous avez proposées avec cette question 1. Moi, dans le document que vous nous avez envoyé aux candidats, il y avait deux mots qui ne sont pas dans le titre que vous avez mis là et qui me paraissent très importants. Il y avait assuré aux personnes en précarité un accès effectif à leurs droits. Et puis on parle aussi d'un accompagnement social, on parlait d'un accompagnement social de qualité. Et je pense que ces deux notions, elles sont très importantes. Parce qu'effectivement, il y a un accès aux droits. Mais l'accès, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, beaucoup de personnes n'en profitent pas. Peut-être parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits, parce qu'elles n'osent pas, qu'elles ne savent pas comment les demander, mais moi il me semble que dans les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont démotivées et qui partent battues d'avance. Et donc finalement, si ces personnes n'ont pas la chance de tomber sur un assistant social ou quelqu'un dans une association qui leur accorde ce contact régulier, et bien finalement, elles ne vont pas jusqu'à chercher le bon formulaire et aller plus loin. Alors je pense que les solutions, elles sont effectivement dans des automatisations de versement quand on a droit à quelque chose, et dans un accès systématique, comme vous le proposez, un référent, un contact de confiance qui va pouvoir suivre les problématiques de la personne ou de la famille. Et je relirai cela avec un des points que vous abordez, qui est celui de la fracture numérique. Moi, dans le cadre de l'activité associative que j'ai, je m'occupe beaucoup de personnes isolées et notamment de personnes âgées. Et puis quand j'étais élue à Colombes, je m'occupais notamment des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants. Et effectivement, là, on tombait devant des personnes qui n'étaient pas forcément des démunis, mais qui étaient déjà bien souvent incapables de remplir un formulaire. Alors je me dis, quand en plus la personne elle a le poids supplémentaire de la précarité, là on arrive devant des choses où il n'y a qu'une aide vraiment un peu constante sur un certain temps qui peut aider. Donc la troisième thématique, la domiciliation. Alors bien sûr, comme je pense l'essentiel des candidats, on va dire que c'est très important, que Asnières et Colombes, les CCAS le font bien, et j'ajouterais qu'il y a heureusement les associations qui font un magnifique travail dans ces deux villes de notre circonscription. Parce que je pense que les CCAS auraient bien du mal à y arriver seuls. Et cela, tant que, vous avez souligné tout à l'heure que pour avoir un accès, une domiciliation, il faut avoir une relation avec la ville. Et c'est sans doute pour cela que la Garenne-Colombes, Bois-Colombes et d'autres villes, je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a plus qui ne domicilient pas beaucoup que celles qui font bien leur travail. Et je pense que là, il faudrait non seulement rendre cette domiciliation obligatoire, mais fixer peut-être un pourcentage minimum par ville en fonction du nombre d'habitants. Parce que je pense que tant que l'ensemble des villes d'un territoire n'assurera pas cette fonction, ça sera vraiment difficile, sous la pression des grands nombres de demandes, que ceux qui veulent bien le faire le fassent parfaitement. Et les bénévoles font des miracles, mais parfois
ils ont quand même que 24 heures dans leur vie. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, je vous remercie déjà tout d'abord moi aussi le CCFD Terre Solidaire et le Secours catholique pour cette invitation. Et effectivement, on va essayer d'être le plus concis possible pour respecter quand même notre agenda de ce soir. Alors, quel problème rencontre-t-on dans les problématiques qui ont été évoquées, justement, donc la domiciliation? Ce qu'on rencontre véritablement comme problème, et je ne parle pas uniquement d'Anières et de Colombes, puisque nous briguons une mandature nationale, c'est l'errance, effectivement, des personnes en situation précaire lors de la domiciliation, et le fait que certains CCS, malheureusement, bien que ça soit contraire à la loi, puissent refuser cette même domiciliation. Donc on est véritablement sur un souci d'application de la loi. Tout simplement, la loi elle existe, elle est à l'avantage, en tout cas, elle est au service des personnes en situation d'errance. Mais pour autant, elle n'est pas nécessairement appliquée, puisque certaines administrations, je ne parle pas d'Anières ou de Colombes, mais certaines administrations peuvent refuser la domiciliation dès lors que ces personnes sont en situation d'errance et n'ont pas forcément un lien bien précis avec la commune dans laquelle elles font cette demande de domiciliation. On a l'exemple d'application et de surveillance de cette application dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Il y a des comités de vigilance qui existent pour signaler tout refus de CCS, par exemple, de domiciliation, et ma proposition, pour le coup, ce serait de donner justement un statut d'utilité publique à ces comités de vigilance, dès lors qu'ils peuvent justement signaler de manière tout à fait officielle que ces administrations refusent les domiciliations. C'est interdit, ça doit être signalé, ça doit être sanctionné auprès des tribunaux de l'administratif, évidemment. En ce qui concerne la mise en place d'un référent unique de parcours pour chaque personne ou famille, là aussi je rejoins le propos de Mme Michelman sur la problématique, enfin en tout cas la solution du guichet unique, on est d'accord. Mais comment ça se traduit? Là aussi, c'est plus de moyens pour allouer aux CCS et aux administrations. Donc effectivement, ça passe, les CCS sont de la juridiction des communes, donc à chaque commune de savoir appliquer effectivement les moyens nécessaires à la gestion des dispositifs et notamment du guichet unique. Et enfin, remettre la relation humaine au cœur justement de la gestion des personnes en situation de précarité. Je vous renvoie tout simplement au magnifique film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, où on voit les dégâts du thatchérisme et la gestion justement des personnes en situation précaire, des personnes qui ne sont pas illettrées, qui ne sont pas forcément dans une situation exceptionnelle, qui ne débarquent pas d'un canon, mais qui sont à un moment donné dans des situations ubuesques auprès des administrations. On leur demande justement de faire des demandes d'allocation, d'aide, qui n'ont pas, comme il était rappelé par madame lors de la présentation, accès à Internet, les outils de formation pour accéder justement aux outils informatiques. Et donc, on a cet exemple de l'autre côté de la Manche, n'allons pas le reproduire ici en France. Donc, remettre la relation humaine, là aussi, on est dans une question de moyens, de formation, d'application de la loi, bien évidemment, mais aussi tout simplement d'humanisme. Ça fait partie des prérogatives de l'État et des collectivités publiques de savoir avoir une oreille humaine, une approche humaine auprès de chaque personne en situation difficile. Je vous remercie. Alors, bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas candidate, comme ça a été précisé. Donc, nos candidats sont actuellement en réunion publique à Colombes. C'était la même date, donc ça n'a pas pu être repoussé. Donc je ne suis que porte-parole, donc je vous demanderai d'être indulgent maintenant. Je ne suis pas candidate, je ne suis pas formée pour les discours ni pour les thèmes. Donc voilà, je ferai au mieux. Tout d'abord, je vais faire une introduction parce que là on va parler beaucoup ce soir de pauvreté, de précarité, de chômage, etc., de gens en grande difficulté. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la responsabilité aussi des politiques qui ont été menées, des politiques d'austérité, des politiques libérales qui ont fait que depuis des années, depuis 2010, le nombre de pauvres augmente en France, qui est quand même un pays développé, un pays qui a une grande richesse, et aujourd'hui on a quand même des pauvres
des précaires et des sans-abri. Alors concernant la domiciliation, donc effectivement, comme ça a été rappelé, c'est essentiel pour notamment la réinsertion des personnes sans abri, pour garder un contact aussi, parce que ce sont des personnes qui sont isolées, donc garder un contact avec le monde qui les entoure. Donc on va avoir cette domiciliation qui est essentielle. Je sais aussi que la domiciliation est notamment interdite maintenant dans certaines circonstances pour les associations. On parlait tout à l'heure des associations, notamment pour les étrangers. Certaines associations aujourd'hui ne peuvent plus domicilier et prendre la domiciliation en charge. Au niveau des CCAS, c'est un service public. Donc, qui dit service public dit aussi la baisse des dotations publiques des collectivités qui ne fait que être adapté, qui ne cesse que je vous ai demandé d'être indulgent. Voilà, et sur donc le programme de l'avenir en commun. Donc il y a un livret qui s'appelle Éradiquer la pauvreté et l'exclusion sociale, qui en fait reprend déjà tous les points de ce soir, notamment l'accès au numérique. Donc c'est bien précisé qu'effectivement les pauvres et les personnes précaires ont besoin de cet accès au numérique, notamment dans le monde dans lequel nous vivons, avec notamment la possibilité d'accès Wi-Fi gratuit. Donc il y a tout un encadré précisé sur ça. Notamment, je me dépêche, notamment sur le fait de la référence unique. C'est dans une politique globale qui va être aussi un accompagnement personnalisé et global, donc ce qui fait que il faut redonner cette dimension humaine, comme vous le précisez, et donc ça passe bien par une augmentation des effectifs des services publics et la fin de la gestion de masse qu'on veut nous imposer dans tous les services publics. Merci. Bonsoir à tous, merci pour votre invitation tout d'abord et pour votre présence. Si vous me permettez un propos liminaire en deux points, et je vais essayer d'être assez rapide. Je voulais vous dire, je me présentais devant vous avec une grande humilité devant votre témoignage, madame, et une grande humilité aussi devant vous qui êtes des experts. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets d'une grande complexité, justement, et que moi je ne suis pas un spécialiste comme vous pouvez l'être, même si j'ai un certain nombre d'acquaintances avec les thèmes que nous abordons ce soir. Alors moi je suis issu de la société civile, c'est un peu ma culture, et donc je m'engage, quand je serai député, bien évidemment, à m'appuyer sur l'expertise telle que la vôtre. Le second point, très brièvement, vous le savez, nous sommes candidats à la députation. En ce qui me concerne, je suis sur la base d'un programme présidentiel qui a fait l'objet d'un vote et qui a amené Emmanuel Macron à la présidence. Il a par ailleurs répondu, sauf erreur pendant la présidentielle, au questionnaire Une France solidaire dans le monde. Alors avant même d'être élu député, je commence à être un député fondeur. Je suis bien, vous le comprenez, obligé quelque part de m'inscrire dans la lignée des propositions du programme présidentiel, ce qui ne m'empêche pas d'avoir ma propre sensibilité, et c'est ça que je vais partager avec vous ce soir. Sur le premier sujet justement de l'accès au droit et de l'accompagnement social, on a un accord global sur le principe, mais pas forcément sur l'ensemble des mesures que vous avez exposées, essentiellement pour des considérations de financement et d'organisation. Une fois encore, je suis tenu par un programme, je ne suis pas venu ici pour vous promettre de raser gratis et pour faire des engagements devant vous que je ne serai pas en mesure de mettre en œuvre par la suite. Alors ce sur quoi nous nous sommes engagés, sur les thématiques que vous nous avez soumises, le premier aspect, c'est ce droit à la domiciliation pour les SDF. Les CCAS, effectivement, font un travail salutaire, formidable dans un certain nombre de communes, aidés en cela par un certain nombre d'associations. Ce que l'on propose, nous, c'est de leur adjoindre un autre système, de revoir
les missions de service public de la Poste, qui puissent également assurer cette nouvelle mission de service public. Alors la Poste, c'est un des établissements de service public qui a probablement connu le plus d'évolution ces dernières années. Elle n'est probablement pas en mesure aujourd'hui, dans son organisation actuelle, d'assurer cette mission. Il faudra l'accompagner. Je crois qu'il y a, sauf erreur, je sais pas si une expérimentation à Colombes, où on voit effectivement ça soulève un certain nombre de problématiques, et il faudra donc accompagner cette Poste en mutation qui doit mener cette mission de service public de domiciliation des SDF pour leur permettre notamment de toucher les minima sociaux. Deuxième mesure qui est la nôtre, la formulation de la façon la plus heureuse, mais assez parlante, c'est le droit à ce qu'on a appelé un coffre-fort numérique. Ça consiste à numériser. Oui, déjà. Comme je l'ai dit, qu'il y avait un propos liminaire. Regarde, je suis en queue de table, donc à chaque fois c'est moi qui vais être. Donc, coffre-fort numérique, numérisation qui permet aux personnes d'accéder à leurs droits et surtout aux travailleurs sociaux de pouvoir accéder aux dossiers et d'assurer un accompagnement des personnes les plus vulnérables. Troisième point, vous me permettrez, je m'attarderai peut-être légèrement davantage dessus, parce que ça a été évoqué, la création d'un versement social unique pour justement lutter contre le non-recours au droit que vous évoquiez tout à l'heure, notamment pour le RSA. Et avec un deuxième point important, c'est que cette allocation soit versée un trimestre maximum après la constatation des revenus, alors qu'aujourd'hui, c'est un délai de 2 ans parfois pour le versement des allocations. Et enfin, des stages d'inclusion numérique en nous appuyant sur les associations et en les accompagnant avec des idées d'accès, d'accompagnement et de formation pour éviter cette nouvelle fracture numérique qui est déjà à l'œuvre. Merci.